l'idée, c'est qu'on faisait des podcasts, on s'enregistrait, on partageait notre vision sur l'high-tech. Alors, on était fan d'Apple. On avait un fan de Windows qui est connu, qui est Loïc Barr, qui est Est-ce qu'on qu'un... peut être fan de Windows? Je le Est-ce laisserai, que c'est possible? je le laisserai te répondre. Bah, il était quand même assez fan de la marque et de l'enseigne, on va dire. Rien, parce qu'en fait, je me dis que toutes les erreurs que j'ai faites m'ont rendu plus fort, m'ont construit, et je ne serais pas la personne qui je suis devant vous si je n'avais pas vécu toutes ces conneries que j'ai faites. Mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est tentant de pouvoir se dire, et si je revenais en arrière et que je me disais un message unique qui pourrait me changer ma vie, je dirais intéresse-toi à la techno plus tôt et sois curieux plus encore plus tôt. Et j'aurais peut-être fait moins d'erreurs. Bienvenue pour un nouvel épisode de Mythes de Transformers, le nouveau podcast de Transforma, à travers lequel on veut vous parler des histoires entrepreneuriales inspirantes de membres de la communauté de Transforma. Transforma est un coworking basé à Bruxelles à Zaventem. Moi, je suis Federica. Aujourd'hui, je suis avec Anis. Nous sommes les animateurs de ce podcast. Bonjour. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter Michel, qui est cofondateur de l'ASBL de Podcast Factory Org et avec qui nous collaborons, nous avons créé notre studio podcast à Transforma. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à vous abonner et vous pouvez même laisser un message vocal. Voilà, ça fait sens que ce soit Michel, notre premier invité pour ce podcast, puisque c'est avec toi que nous avons lancé cette aventure de podcasting. Bonjour Anis, mais bonjour Federica, et merci de m'avoir accueilli comme premier invité. Quel honneur, waouh, vous allez me faire rougir. Mais comme ça, on peut faire toutes les erreurs possibles et tu peux nous corriger. Ah, c'était ça l'histoire. Exactement. Non, mais tu as une histoire très inspirante et très intéressante à raconter, donc voilà, tu es vraiment un de ceux qui ont porté ce médium en Belgique depuis très longtemps. Moi, j'avais des entretiens avec toi. Tu m'avais invité pour ton podcast HR Meetup. Ouais, c'était en 2014 déjà. Ouais, là, mais déjà, j'en faisais bien 8 avant ans déjà. Hein. Oui, j'en faisais bien avant déjà. Ouais. En fait, j'ai commencé les podcasts en 2007 pour être précis. Et on avait fait ça pour s'amuser. J'étais pas le premier podcasteur en Belgique. Par contre, on a été les premiers détectés par Google. Eric Portier, qui était directeur de Google Belgique à l'époque, qui était venu nous voir. On était surpris. On était un peu tombés des nues. On dit, le directeur Google Belgique vient nous voir. Nous, qui on est, quoi. Et parce qu'en fait, il trouvait que notre approche était déjà très professionnelle, très cadrée, qu'on avait déjà été assez loin dans l'apprentissage de l'outil média podcast. Oui. On se lance déjà, Federica. On est déjà lancé dans le vif du sujet. Mais qui est Michel ? Si tu peux te présenter. J'essaye d'être humble, je me présente, mais je me mets jamais en avant. Je crois que j'ai 1400 podcasts en ligne sans jamais dire mon prénom et mon nom moi-même, tu vois. Donc c'est difficile de parler de moi, j'ai énormément de mal. Je vais faire simplement sur l'aspect carrière. Je suis un papa d'abord, je suis marié, je suis un papa d'une fille de 12 ans qui est adorable et que j'aime plus que tout. Elle s'appelle Manon. Elle fait déjà des podcasts comme son papa, elle est un peu inspirée. Alors mon parcours, j'ai commencé des études d'infirmier, tenté par un graduat que j'ai dû arrêter parce que j'ai des problèmes familiaux et un passé difficile, mais je vais pas m'étendre là-dessus maintenant. Puis j'ai fait un peu d'Oreca comme beaucoup de gens. Quand on n'a pas de diplôme, il faut gagner sa croûte et payer ses factures. J'en ai fait tellement un peu que c'était pendant près de 25 ans j'en ai fait. Mais ma vie de famille, on prenait chaque fois un coup, les salaires étaient pas terribles et à un moment donné j'ai cherché autre chose et en 2000 je suis tombé par hasard chez Belgacom dans les call centers. Et c'était mon premier apprentissage en informatique. Je ne savais même pas utiliser une souris, je ne savais même pas comment on allumait un ordinateur pour te donner mon niveau de connaissance de l'époque. C'était en 2000 et j'ai galéré, j'ai acheté des livres, les PC pour les nuls. Je me suis acheté mon premier PC à crédit et j'ai appris. Puis j'ai finalement évolué dans les télécoms pendant 15 ans pour devenir SLM, Service Level Manager chez Proximus en roaming. Donc, je rendais des comptes à la direction par rapport au KPI, qui est Performance Indicator. Et puis, il m'est arrivé un accident de vie qui est connu, qui est le burn-out, le fameux burn-out dont tout le monde et beaucoup parle, où j'ai vraiment fait un crash. Et là, je me suis dit, mais finalement, ce qui m'anime, c'est ce que je fais depuis 2007. C'est ma passion pour le podcast. Alors, j'ai envie d'en faire mon métier.
Voilà, en fait, on prend un peu l'histoire, c'est ça. Donc j'ai plein de casquettes, plein de métiers, de compétences différentes, mais le fil conducteur finalement sur lequel je reviens, mon fil rouge, c'est le podcasting. Ça a toujours été ma passion, c'est devenu une passion. Et c'est né comment Et cette passion? j'adore ça. Mais dans les call centers, quand je travaillais, des gens me disaient vous avez une belle voix au téléphone, donc ça me donnait envie de travailler dans les radios. J'avais fait quelques démarches, je m'étais fait remballer, ou parfois même pas de réponse, un peu frustrant. Et puis quand on m'a proposé le projet podcast, je l'ai fait pour m'amuser avec mes potes. Et puis quand je me suis rendu compte que waouh, ça marche, et qu'en plus ça avait des retours sur le fait que ma voix passait bien en micro, ça m'a encouragé à continuer. Et puis ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les personnes que j'ai rencontrées, les sujets dont on parle. Je suis un curieux et avide de connaissances, j'adore apprendre. Et donc du coup, c'est surtout ça qui me plaisait beaucoup, qui rajoutait du fun à l'aventure podcast. Et alors à la fin, tu commences à bien maîtriser le média, tu commences à avoir des questions qui viennent vers toi parce qu'on reconnaît que tu maîtrises bien un truc. C'est aussi gratifiant, quoi. C'est chouette. Voilà. Rapidement, mon parcours. Et quand tu étais petit, tu t'imaginais Je vais vous faire être rire. cofondateur Non. de l'ASBL, de podcast. Je vais Ou vous faire animateur rire. radio. Je vais vous faire rire quand j'étais petit, quand j'étais ado, parce que c'est là que les premiers rêves d'ado apparaissent. Et c'est une des questions que je pose dans les Char Meetup d'ailleurs. C'est, je rêvais d'être astronaute. Comme beaucoup. J'étais passionné par l'espace, les étoiles, et je voulais être astronaute. Et c'est ma grand-mère qui était infirmière, et dans la famille il y a beaucoup d'infirmiers, encore maintenant, et qui me disait voilà, mon métier c'est ça. Elle était sage-femme. Et ça me donnait aussi envie, quoi. J'étais un peu influencé par la famille après, quoi. C'est pour ça que j'ai fait le paramédical, en gros. Et généralement, tous les projets qu'on va passer ici à Transforma ou les projets que nous avons lancés nous-mêmes, très souvent, le plus difficile, c'est de se mettre le pied À l'étrier. à l'étrier, de commencer, de savoir que c'est possible et toutes les complexités, que ce soit administratives ou techniques. Et donc, pour un médium aussi nouveau, en 2007, quels ont été ses premiers pas, justement? Mais ça s'est pas fait comme ça dans mon cas, parce que vu que j'ai eu un parcours d'enfance difficile et un parcours de démarrage de vie difficile, l'argent pour moi était beaucoup synonyme de problème et de souffrance. Et donc j'avais un problème relationnel à l'argent, à un tel point quand j'ai commencé à travailler dans le secteur télécom et que j'ai voulu me lancer comme indépendant IT avant même de faire des podcasts en Belgique, je me suis confronté à aller aider des gens en ayant pris un numéro de TVA. Et puis j'allais chez eux, je les dépannais, puis ils me disaient combien je te dois. Je fais écoute, je me suis tellement bien amusé, c'était tellement chouette de t'aider, laisse tomber, je me les ai pas payés. Donc finalement, ça s'est cassé la gueule et j'étais pas fait pour ça. Ma crainte de retomber dans la misère ou les difficultés d'argent était telle que ça me mettait des freins, des croyances limitantes. Et je me lançais pas, et je facturais, et encore parfois maintenant, et c'est pour ça que j'ai pris aussi la direction d'une SBL, parce qu'il y a des valeurs, on va parler peut-être de ça plus tard, mais j'avais vraiment un problème dans la relation avec l'argent, ça c'est déjà un point. Au départ en 2007, on a fait des podcasts pour s'amuser, et on est resté dans ce statut-là jusqu'en 2013. Donc pendant plus de 5 ans, on a fait des podcasts pour s'amuser. Oui, mais justement, ce qui m'intéresse maintenant, c'est comment ça a commencé. Ah bien, Le premier micro, premier invité, c'est pas l'idée la justement. SBL qui Non. c'est Ouais, le fait que ça a commencé. ouais, exactement. On était dans un centre de support informatique chez Proximus en B2B, Emerging Business, et on faisait des supports pour des clients qui allaient des petites PME à des entreprises corporate et qui achetaient des cartes VMCC ou qui avaient des BlackBerry, etc. On faisait du support, et tous les gens qui bossaient là, c'était des geeks et des gars high-tech, quoi. Toutes nos journées, à chaque pause, on parlait high-tech. Ouais. Et puis, il y a des gens qui risquaient de partir, d'autres. Et puis, il y a Mathieu Peset, c'est un de nos collaborateurs, qui a dit on ferait pas un podcast, ça venait de sortir. Et moi, je connaissais même pas à l'époque. Et l'idée, c'est qu'on faisait des podcasts, on s'enregistrait, on partageait notre vision sur l'high-tech. Alors, on était fan d'Apple. On avait un fan de Windows, qui est connu, qui est Loïc Barr. Est-ce qu'on peut être fan de Windows? Ouais. je le laisserai... Est-ce que c'est possible? Je le laisserai te répondre. Il était quand même assez fan de la marque et de l'enseigne, on va dire. Je ne sais pas si je peux parler à sa place comme ça, mais il me le dira lui. Je vais le recevoir jeudi, il vient ici chez Transforma pour un podcast, on en parlera d'ailleurs. Et j'avais un fan de Linux, et on prenait les actus avec les 3 visions. Tu vois, et on échangeait, on débattait, c'était un peu petite guerre des geeks, etc. Et c'était vraiment ça le jeu, quoi. Et le but, c'était que pour nous, quand on n'est pas là, ils puissent aller écouter et entendre ce que les autres ont dit. Mais on s'attendait vraiment pas. On avait mis ça sur Internet, mais on pensait même pas qu'on allait avoir du public. Ça s'appelait comment? Ça s'appelait le podcast high-tech. Et je l'ai redémarré ce projet l'année passée, cette année, j'ai redémarré le projet parce que j'ai eu trop de demandes. Il y a encore des gens qui depuis 2007 me suivaient encore. Donc le podcast est un format média qui est niche parfois, mais surtout, il fidélise vraiment les gens. Quoi. Ouais. Tu te rends compte que des gens en 2007, actuellement, échangent encore avec moi, alors que le projet est arrêté depuis 2012. Donc,
imagine, ça fait 8, 9, 10 ans. Ça fait 10 ans, ils continuent d'échanger avec moi, de m'envoyer des mails 10 ans plus tard, alors que le projet est arrêté, quoi. Tu sais quelle est l'émission, on va dire le média le plus suivi aux États-Unis en ce moment, par exemple Les podcasts. Oui, c'est le podcast de Joe Ouais. Rogan en particulier, Ouais, Joe tout à Rogan. fait. Et il fait en moyenne autour de 12 millions d'écoutes, alors que l'émission qui vient juste après à la télé, Fox News, Tucker Carlson, fait en moyenne 3 millions quand c'est... Mhm. on va dire que le plus haut de l'émission, c'était 3 millions. Alors c'est peut-être pas le sujet tout de suite, mais je crois qu'il faut bien distinguer pour les gens qui nous écoutent. On a pris 10 ans de retard dans le podcasting par rapport aux États-Unis, et on fait les choses pas super bien à mes yeux. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai envie que la SBL arrive à avoir des résultats pour changer la donne. Et il faut savoir que j'ai lu un article, 70% des podcasts en Belgique, en Europe en général, s'arrêtent au bout de 6 mois, 1 an. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, puisqu'il y a des gens qui en vivent et qui font des podcasts très longtemps. C'est ça. Donc il y a vraiment, on en parlera peut-être plus tard, il y a vraiment un Non, c'est décrochage à maintenant, il rattraper. n'y a pas de temps, on peut en parler maintenant. À l'époque, quand on était en 2007, rappelle-toi, les forfaits mobile data, ça coûtait assez cher. Donc les jeunes, qui étaient le public qui était visé, télécharger et foutre mon forfait data en l'air pour un C'est podcast. ça. Je vais attendre que j'ai le Wi-Fi, sauf qu'entre le moment où tu as vu le podcast et que tu as l'instinct, la pulsion de vouloir écouter, et le moment où tu rentres chez toi où tu as un Wi-Fi disponible, il s'est passé tellement de choses que tu oublies. Donc déjà, petite chute d'efficacité, et puis ça n'accrochait pas, les gens n'étaient pas... Enfin, il y a quand même un décalage dans la connaissance informatique en Belgique, je trouve, depuis très longtemps déjà. Et voilà, donc le format, il s'est un peu noyé par faute d'auditeurs qui adhèrent au format en Europe. Bon, aux États-Unis, ça a continué son chemin. Aux États-Unis, on peut écouter un podcast qui fait 1 heure, ça dérange personne. Alors, Moi, il y en j'écoute a- des podcasts de 4 heures parfois. Voilà, exactement. Alors, Mais pas d'une traite. Hein. voilà. Alors, mais en Europe, c'est plus rare, tu vois. Malgré tout, nous, on a vu dans les stats et les chiffres qu'après 20-25 minutes, il y a pas mal de décrochage. Donc, tu touches des gens pour plus d'1 heure, mais c'est vraiment un public niche. C'est vraiment les accros, les gens qui aiment bien ça, tu vois. Tous les autres, tu perds pas mal de public si tu fais plus de 30 minutes. Donc, Ouais, à voir, c'est peut-être que aussi ça- un sujet qui est un débat, parce que ça joue aussi, je pense, dans le taux d'écoute. Ouais. Et c'est un constat qu'on a fait, nous, en tout cas, dans nos stats. Toi, tu Donc, écoutes des podcasts, Federica? Oui, j'écoute des podcasts. Alors, plutôt en français ou en italien, ma langue maternelle. Sujet un peu différent, ça peut être l'actualité ou alors du bien-être, voilà. Un peu ça. Je ne suis pas une grande consommatrice, mais je m'y mets petit à petit, ça commence à me fasciner. Moi, ça me plaît les podcasts en faisant autre chose. Mais parfois, ça m'arrive de regarder, je mets le podcast sur la télé. Voilà. J'aime bien les podcasts aussi où on peut regarder, on va dire, des les images. intervenants en même temps. Mais en même temps, j'aime pas quand, par exemple, sur YouTube, tu es obligé de garder la vidéo en cours, alors que sur d'autres médiums vidéo comme Rumble ou bien Spotify, tu peux arrêter, on va dire fermer le téléphone, soit tu fais du sport, tu marches, tu fais du jardinage, ou Et tu d'ailleurs, travailles. Le ou... podcast souvent s'écoute via des oreillettes. Et Ouais. moi je dis toujours, quand tu parles dans l'oreille des gens, tu touches directement leur cœur. Ouais, quoi. ouais, c'est ça. Mais pour donner une réponse aussi par rapport à ça, mon épouse, par exemple, elle écoute des podcasts en néerlandais sur des crimes qui ont eu lieu et tout. C'est un podcast assez connu en Flandre. Elle fait son petit rangement dans la maison quand elle fait son rangement. Elle le met sur la télé aussi. C'est bien que tu parles de ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent en fait le podcast sur la télévision et on ne s'en rend pas forcément compte. Et donc sur la télévision, il y a des applications comme Radioline, sur Proximus TV et vous, qui est une application que tu installes dans le décodeur et tu cherches tes podcasts, t'en trouves plein, tu peux les écouter, mais le plus connu c'est Spotify ou aussi sur les Smart TV TuneIn, qui est une application qui est liée à Smart TV en fait. Apple Podcast, moi je suis Apple Podcast aussi, c'était un Apple TV, oui, tout à fait. moi je serais, si je participais à ton high-tech Le podcast high-tech. podcast, je serais du côté de Apple. Alors, C'est pour ça qu'on s'entend bien en fait. j'ai tous les produits Apple. Donc c'est Apple TV, je mets sur Apple TV les C'est ça. applications qu'il faut, que ce soit Apple Podcast ou Spotify, ou bêtement YouTube, Rumble, je sais pas si tu connais la Ouais. nouvelle plateforme vidéo. Et du coup, c'est probablement... Moi, j'ai plus le câble depuis quelques années. Je regarde plus les émissions On de se pose télé. souvent la question de se dire est-ce qu'on va le garder ou pas nous. Ouais, pour moi, ça sert absolument à rien. Maintenant, je choisis, on va dire, le contenu que je regarde. Il y a énormément de contenu, c'est incroyable. Ouais. Je sais pas si on réalise l'énormité du contenu disponible gratuitement. J'ai plus les chiffres dans en tête, toutes les mais c'est- langues. c'est énorme, effectivement. Et donc, des sujets qu'on peut aussi explorer sont juste incroyables. Moi, j'ai appris énormément de choses rien qu'en écoutant des podcasts. C'est aussi le propre du podcast, c'est qu'il n'y a pas trop de pubs, c'est pas agressif. À part 2 ou 3 exceptions, ils abusent pas, et alors tu apprends beaucoup.
Ça, c'est clair que tu apprends beaucoup. Parce que c'est souvent des passionnés qui les animent, donc ils C'est ça. partagent leur passion. Et les invités. Mais ce que j'aime bien aussi dans le podcast, et j'aimerais peut-être pour ce podcast qu'on ait le même ton, on va dire en tout cas, c'est le côté spontané et authentique de la conversation. Mhm. Et ça peut justement, et ça j'aime bien, les tangentes quelque part, ça va justement dans Les des directions ouais. inattendues parfois. Donc l'invité, voilà, par exemple, toi tu es ici pour quelque part nous parler de Michel, l'entrepreneur et le podcast, ainsi de suite. Mais tu peux peut-être que tu as un hobby, peut-être que tu es fan de jardinage qu'on savait, et on ne le savait pas, et on passe 10 minutes à parler justement de jardinage, et c'est pas grave. Ouais. C'est toujours c'est intéressant ce que tu dis, parce que le côté authentique, donc improviser, c'est de l'authenticité pour moi. Ça marche très bien. Et d'ailleurs, tous les podcasts qu'on produit avec la SBL, même pour nos clients, ils sont quasi jamais préparés. C'est que de l'impro. Et je trouve ça beaucoup plus percutant. Parce que ça s'entend. Tu parles avec ton cœur, tes tripes, et ça s'entend et rien à faire, quoi. D'ailleurs, on n'a pas préparé celui-ci. Oui. Et c'est pour ça peut-être que on peut justement s'asseoir et écouter un podcast pendant 3-4 heures, ou s'asseoir ou bouger, hein. Chacun son rythme et son truc. Peut-être que justement cette habitude de s'arrêter à 25 minutes, parce que le média en soi colle plus à une émission il favorise ça. Entre guillemets télé qui est scriptée, ainsi de suite. Et donc l'attention diminue après 20-25 minutes, peut-être, hein, je ne sais pas. En tout cas, à voir. Si ça marche ailleurs, des podcasts de 2, 3, 4, 5 heures. J'ai vu des podcasts de 5 heures. Ouais, mais je sais, j'en ai écouté un, c'est une ingénieure qui explique le problème des mines par rapport à l'environnement et du faux débat sur l'environnement. Et elle explique l'impact des mines pour extraire le métaux des roches. C'est juste déprimant finalement d'écouter ça, mais bon, c'est intéressant aussi culturellement et de comprendre un peu les enjeux géopolitiques, écologiques ensemble. Et je crois qu'il faisait 4 heures et quelques. Ouais. Ça, elle a la possibilité justement d'aller loin dans l'explication en profondeur et de ne pas s'arrêter à 30 secondes ou 1 minute. Comment est-ce que tu peux expliquer un sujet comme ça en un soundbite? C'est la frustration des médias que j'appelle mainstream, c'est que c'est tellement déjà orienté, pour moi à mes yeux manipulé même, et puis troisième aspect, on n'a jamais le temps d'aller en profondeur, ou alors tu as de temps en temps une émission journalistique où il y a 1 heure d'émission sur un sujet, mais ça reste encore 1 heure maximum, quoi. Ouais, clairement. À ces sujets, comment tu vois évoluer le podcast dans les années qui viennent, et aussi ton ASBL qui est du coup complètement orienté podcast? La ASBL, elle est venue au hasard. Au départ, c'était un hasard. Hein. C'était le but d'avoir un statut légal parce qu'on avait vu qu'on avait atteint plus de 400 000 écoutes, 400 000 downloads. On s'est dit, avec un chiffre pareil, il faut quand même se protéger si on a une plainte ou quelque chose. Surtout qu'on a commencé à faire des podcasts avec des artistes où ils mettaient leurs extraits musicaux dedans, et on avait peur d'avoir des problèmes avec la SABAM et tout, alors que c'était à eux, c'est leur possession, ils nous le partageaient, ils nous le donnaient, mais on se dit, ils sont encore capables de nous réclamer de l'argent, donc on s'est posé pas mal de questions. Et donc c'est venu par hasard et pour se protéger, et puis après on s'est dit, moi j'avais fait, ce qui m'intéresse c'est de défendre des causes dans mon ASBL, donc le podcast amène des causes, par exemple on parle d'environnement, bien-être au travail, ce sont des causes pour régler des problèmes sociaux, dans tout ce que je fais. Et j'avais envie de défendre les causes de personnes qui sont plus libres d'esprit au niveau sexuel, qui ont fait d'autres choix d'orientation sexuelle, mais aussi des causes pour l'inclusion, pour lutter contre le racisme. Mais tu sais, tu as une tête, 2 bras, tu peux pas défendre toutes les causes qui te touchent systématiquement. C'est impossible en termes de temps, surtout qu'à côté, j'avais un temps plein, un boulot, quoi. Et donc on s'est dit avec mon collègue David, on n'a qu'à partager nos connaissances et notre expérience avec les gens via la SBL, faire des micro-formations. Alors j'aime pas dire école ou formation, ça fait prétentieuse, comme si j'aime bien encore une fois rester humble, mais en tout cas on voulait partager nos connaissances, parce qu'on se dit si on partage nos connaissances, il y aura bien une personne qui va faire ce qu'on aurait voulu faire en termes de cause, et comme ce qui est important c'est ni l'argent ni notre réputation, mais la cause, partageons. Et c'est comme ça qu'on a approché à Nice et les Transforma, et qu'on a pensé à faire un partenariat où on a un studio ici, on peut enregistrer facilement, on a un lieu systématique, ça aide pour ce genre de choses. Et on a commencé à se dire, c'est une mini-école, quoi, hein, sans prétention, mais c'est une mini-école. Et on forme les gens pour que des choses... Et c'est génial parce que finalement, c'est ce qui se passe. On forme des gens, et il y a des gens qui finissent par défendre des causes pour le handicap, des causes pour aider les parents à mieux gérer leurs enfants. Enfin, on a de tout, quoi. Et c'est vraiment super sympa et inspirant. Et c'est dans cette optique-là qu'on est allé. Par contre, j'ai oublié la question. Oui, comment évolue le média podcast? Comment on est parti sur... Je recommence. Comment on est parti sur cette base de partager nos connaissances?
on s'est pas pris la tête, on s'est pas posé de questions, on a commencé à donner des formations. Et puis on a constaté quelque chose, et qui m'embête un petit peu, c'est que pour nous, toute personne qui fait du podcast, c'est bien, c'est génial. Et tant mieux, et on veut le stimuler. Mais on a constaté qu'il y a des gens qui se lancent dans le podcast, qui se positionnent parfois en expert ou pas, mais ça on s'en fout, c'est une question d'ego. Mais ce qui me gêne moi, c'est que parfois il y a des gens qui maîtrisent pas toute l'historique ou tous les codes. Et je suis d'accord de les partager s'ils viennent nous voir, ou je fais peut-être moi aussi des erreurs, hein. Tout le monde est capable de faire une erreur, c'est pas un problème. Mais à un moment donné, si tu fais du podcast et que tu tiens pas compte de tous les aspects qu'on propose en termes d'expérience, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu fais mal les choses. C'est-à-dire que tu vas pas mettre les bons mots-clés dans ton show, tu vas pas bien le choisir, tu prépares pas bien ton projet. Tu vas dire, mais on s'en fout, c'est un truc qui fait avoir de l'intention, c'est une passion, on s'amuse. Oui, sauf que le problème, c'est que souvent, les gens, ils veulent avoir des chiffres d'écoute et se rendre compte que ce qu'ils font a un impact. Et à un moment donné, si tes chiffres suivent pas, la tentation, quand tu vois le temps que tu investis pour faire une production, Tu arrêtes, ouais. tu arrêtes. Et c'est peut-être pour ça qu'on a des chiffres que je mentionnais tantôt, 70% des podcasts s'arrêtent au bout de 6 mois, 1 an. Mhm. Et donc je me dis, mais si mon ASBL, son objectif, c'est de rendre le podcast populaire, peut-être que le problème sur lequel on doit s'attaquer, c'est ça. Et donc maintenant, j'essaye de dépister un peu les gens qui font des podcasts, mais que peut-être ils oublient certaines choses. Alors je prends un exemple concret. Tu vas démarrer un podcast. Typiquement, tu vas aller te mettre sur ta plateforme d'hébergeur et ton hébergeur va te dire, il existe Apple Music, Amazon Music, Spotify et Deezer. Mettez-vous sur ces plateformes. Ils te proposent directement de t'enregistrer chez eux et même Google Podcast. Mais ça t'en fait 4 ou 5. Mais en fait, tu as 15 hébergeurs et plus. Tu as, je crois, plus de 60 répertoires. Donc autrement dit, pour prendre une symbolique, c'est comme si demain tu es artiste et que tu te dis, ben moi je vais jouer à l'ancienne Belgique, hein, c'est mon spot de référence, et l'ancienne Belgique me propose de jouer à 3 salles dans Bruxelles, et puis tu sors jamais de Bruxelles. Mhm. Ben, comment tu vas atteindre un public? Comment tu vas atteindre une aura? Comment tu vas toucher les gens avec ton message? Il faudrait peut-être que tu penses à aller à Paris, il faudrait peut-être que tu penses à aller à New York, à Budapest, et que tu commences à dire je m'ouvre et aller dans d'autres salles. Ça, c'est le premier aspect. Et donc, tu vois, ces connaissances-là, cette démarche-là, en Europe, on ne la fait pas encore assez. Et donc, on commence à travailler là-dessus, à stimuler les gens à le faire. Et alors là, ça va déjà apporter un plus de public et donc plus de podcasts qui continuent. Ensuite, la deuxième métaphore que je prends souvent, c'est, imagine un podcast, c'est une pièce de théâtre. Tu as une belle pièce de théâtre, elle est chouette, t'es sûr que tout le monde va applaudir quand tu l'as fait, elle est bien préparée, sauf que tu as oublié une chose. Tu as oublié d'amener les gens dans la salle. Ta salle est vide. Et ça, c'est typiquement la personne qui fait un podcast et puis elle met sur Facebook ou LinkedIn, j'ai fait un podcast, il y a un nouvel épisode, allez le chercher. Mhm. Les gens sont fainéants. Quand tu vois les statistiques de SEO, de référencement et de Google Analytics où les gens passent X temps, X secondes sur un site internet et soit ça les frappe, ils y restent quelques minutes, Mhm. soit ils se cassent, bah, tu te rends compte que les gens deviennent impatients. Il leur faut tout de suite. Donc si toi, tu joues pas le jeu de leur amener sur un plateau ce qu'ils veulent, tu perds aussi de la visibilité. Et il y a encore beaucoup de podcasteurs qui publient pas leur émission, voilà, avec un lien, boum, je clique, j'écoute, quoi. Il y a encore beaucoup qui mettent un épisode, un teaser, un morceau. C'est des pratiques qui sont plus du marketing, d'après moi. C'est pas mauvais, je les critique pas, mais je me dis que ça ne joue pas en faveur du média parce que ça ne facilite pas l'accès direct. Je crois qu'il faut vraiment songer à l'accès direct et à remplir les salles, façon de parler, tu vois, dans mes métaphores. Donc la distribution des podcasts, de la production déjà faite est un des aspects sur lesquels vous vous concentrez pour assurer la Cette année, pérennité. on va se concentrer sur ça, ouais. Ok. Orienter vers faire comprendre aux gens qu'ils doivent aller sur pas qu'un hébergeur, pourquoi pas plusieurs, il n'y a pas d'inconvénient, il suffit de gérer les flux RSS autrement. Et surtout, aller sur un maximum de répertoire. N'attendez pas que le public vienne chez vous parce que vous avez décidé que vous, c'est Spotify. Bah, si tu n'as pas Spotify, tant pis pour toi, tu n'as qu'à l'installer. Bah non. Bah, si ton public, il écoute, bah toi, tu écoutes sur Apple Podcast. Si je m'y mets pas, bah, je te toucherai pas. Ah, moi j'écoute sur plein de trucs Oui, toi, différents. Hein. Mais tu es Ouais. habitué aux médias. Ouais, Il y a c'est des ça. gens qui ont leurs habitudes, ils ont maximum 2 apps de podcast. Si tu n'es pas sur les 2, bah, ils t'écoutent pas, ils te découvrent même pas. Donc c'est un peu dommage. Même, mais ce qui est intéressant, la question que Federica a posée, quelque part, si on sort un peu Mhm. de ton projet, Ouais. et si on voit un peu, on prend de l'auteur et on regarde un peu le média en soi, Comment le il podcast, évolue. Ce comment qui il fait évolue. peur, c'est qu'il évolue dans un sens où il y a beaucoup de gens qui commencent à dire on va mettre de la pub, et comme c'est populaire, Mhm. on est tenté de faire un peu comme les médias qu'on a toujours connus, d'y mettre de la pub. Et moi, je dis que le jour où on va faire ça, on va tuer le média, quoi. Parce que moi, si demain on met des pubs dans tous les podcasts, je vais arrêter d'en écouter. Et ça me fait un peu peur. Donc ça, c'est ma crainte. Maintenant, je crois Mais qu'il y a... il y a pub et pub. Hein. Moi, Alors voilà, ça c'est un point Ouais. important. Ça dépend comment tu la portes, c'est effectivement. ça. Moi, en tout cas, dans les podcasts que je suis, une partie est complètement gratuite, il n'y a pas de pub et rien du tout. Il y en a d'autres qui disent, voilà, on est soutenu par ces marques-là. Moi, je Parce le que fais ça aussi. prend On est beaucoup de- soutenu par voilà. vous d'ailleurs, par Transforma, donc il n'y a pas de honte à ça. Et ça, c'est bien, on le signale, point. C'est ça. Mais c'est pas agressif. C'est ça, exactement. Donc au début, ils disent, voilà, ça c'est les sponsors du podcast.
il les cite, limite il y a un petit texte Voilà. qui va avec, c'est Puis tu les 30, entends 30 plus. secondes, 1 minute et puis c'est fini. Voilà, et puis c'est c'est fini. ça. Oh, il y en a d'autres qui vont par exemple le faire au milieu, au début et au milieu. Voilà, ceux Et là, qui... ça commence déjà à devenir un peu plus intrusif, je trouve, tu vois. Moi, je zappe, voilà, Voilà. je sais que ça reste 30 secondes, donc je passe 30 secondes, mais au moins, c'est là, et je comprends que c'est énormément de temps de produire un podcast. Et donc, si quelqu'un paye, on va dire, pour payer un technicien, par exemple, un éditeur, et ainsi de suite, ça va, ça fait partie du jeu. Ça, c'est un des aspects problématiques du format. C'est qu'en fait, c'est un format où on ne réalise pas toujours le travail qu'il y a derrière. C'est ça. Parce que tu peux en faire très vite, hein, tu peux enregistrer le son maintenant, le publier demain, tu mets un jingle devant, un jingle derrière, t'arranges rien, c'est bon. Tu vas voir la différence aussi en termes d'écoute. Et puis si les gens après ils sont mal à l'aise avec le contenu, qui te reviennent dans 6 mois en disant, tu sais, 6 mois après quand je réécoute, je me sens plus bien avec le contenu parce qu'il y a un détail qui me gêne, bah, il va te demander d'enlever ton podcast et ça descend ta visibilité de ton émission. Donc c'est des choses qui sont ennuyeuses et qu'il faut bien comprendre que derrière un podcast, tu dois planifier un rendez-vous avec ton invité, sauf si tu parles tout seul. Ça prend du temps déjà. Puis tu enregistres, ça prend du temps. Puis tu vas monter ton podcast, couper les morceaux qui te dérangent ou arranger le son, ça prend encore du temps. Et finalement, on ne se rend pas compte, mais quand après tu vas communiquer sur les réseaux sociaux, préparer ta com, publier sur les hébergeurs, mais tu arrives très vite à 6-7 heures de boulot. Oui, c'est ça. Alors tu vends une photo que tu as shootée avec un appareil photo et que tu as retouché sur Photoshop, ça t'a pris 30 secondes, tu dis ça fait 100 balles. Les gens trouvent ça normal, mais j'exagère exprès l'image. Mais tu vas prendre un podcast de 30 minutes où tu as travaillé 8 heures à 15 heures dessus, tu vas demander 300 €. C'est cher à ce point-là. Alors que moi, j'ai connu des sociétés qui sont venues vers moi, on leur a facturé un podcast de 30 minutes, 1500 €. Hein. Mm. Pas citer de nom, mais c'est quand même choquant, quoi. Il y a des gens qui se sucrent, mais largement sur ce média, hein, qui exagèrent, hein, vraiment. Ah non, ça c'est un grand débat. Oui, c'est ça. C'est monétiser les heures. Ça, on rejoint l'entrepreneuriat, la question entrepreneuriale. Comment monétiser ses heures de travail? C'est ça, il y a un juste milieu. Généralement, il y a un juste milieu. On essaie de trouver ce Je crois que juste dans le média milieu. en question, on n'a pas retrouvé le bon milieu. Tous les jours, c'est un combat quotidien pour trouver le juste milieu. Mais il y a des business models qui apparaissent autour du podcasting qui sont très intéressants. Je sais pas si tu connais la plateforme Local. Oui. Locals. Mais il y avait déjà Patreon, hein, aussi. Oui, c'est ça. Alors, moi, Mais Locals, je pense que c'est un... Je sais pas si tu connais, Federica. Non, je ne connais pas. Je pense que c'est un business model très intéressant parce qu'il combine le côté communauté, le côté justement, on va dire monétisation, donc comme Patreon ou en soutien. Patreon et Tipeee en France. Dans le monde francophone, c'est plutôt Tipeee qui est utilisé. Donc, dit voilà, tous les mois, je vais donner 1 €, 5 € pour soutenir tel média indépendant, et ainsi de suite. Ça, c'est Tipeee et Patreon. Après, Locals, ce que tu suis, on va dire, ton producteur de contenu qui t'intéresse. Tu payes à l'année, par exemple, 50 $, 50 €, et tu fais partie de la communauté de ce producteur de contenu, et tu peux interagir avec les autres membres de la communauté, et tu interagis directement avec ce producteur ou cette productrice de contenu. c'est en train de se généraliser en Europe aussi, hein, mais... Et donc je trouve ça super intéressant. Par contre, si tu suis, par exemple, je sais pas moi, une dizaine de producteurs de contenu, si tu veux soutenir tout le monde, ça fait un budget, quoi. Il y a ça, et puis il y a un autre aspect qui me laisse moi un peu dubitatif, si je peux dire, c'est... Prenons l'exemple d'un Patreon, je vais aller mettre sur Patreon, je vais demander aux gens, tiens, je suis sur cette plateforme, tu peux me soutenir, mets un petit montant, et grâce à ça, tu peux m'écouter. Mais moi, je veux de la visibilité, je veux que mon message passe. Donc, je ne vais pas me contenter de Patreon, je vais aller chez d'autres hébergeurs, d'autres plateformes. Donc, comment tu te sens, toi, en tant que public? Alors, il faut bien comprendre la culture et l'approche, la mentalité, il faut être dedans, il faut le comprendre. Parce que si tu ne comprends pas ça, tu vas chez Patreon, tu me découvres, tu payes un montant mensuel pour me sponsoriser. Et puis par hasard, tu découvres que je suis sur Spotify et que sur Spotify, c'est gratuit. T'as pas le sentiment d'avoir été un peu floué? Tu vois, donc voilà, il faut que les gens bien comprennent bien que cet acte-là, c'est une démarche consciente, volontaire, de support. Et alors là, ça prend sens et ça devient évident et que c'est intéressant. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas encore dans cette voie-là. Et moi, j'entends parfois des gens qui me disent « Oh, je me suis fait arnaquer, j'ai donné des sous pour écouter un podcast, je me suis rendu compte qu'il était gratuit sur 10 heures. » Bah oui, le gars, il doit être visible, quoi. C'est quand même le mais c'est but, pas ça quoi. le message. Non, mais je précise ça. Non, parce mais que je veux dire, le souvent, producteur de contenu, généralement, en tout cas, leur but n'est pas d'arnaquer les gens et de leur dire, de les pousser vers Patreon, par exemple. Voilà. Tout en sachant que Deezer, généralement, ils annoncent toutes leurs plateformes. Exact. Moi, je connais, par exemple, je suis des producteurs. Tu as des liens de référence vers les plateformes. Exactement.
exactement. Oui, tout Les à producteurs fait. de contenu qui disent on est sur YouTube, sur Rumble, Odyssey, Exact. Spotify, ta, et Locals. Ouais. Donc si vous voulez nous suivre, nous soutenir, etc., Allez là et donner des sous là. allez là. Voilà. Et là, vous pouvez. Généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont faire du contenu régulier qui est réservé à cette plateforme-là parce qu'elle est payante. Ou par exemple des interactions directes, ils font des lives. Il y a un truc, une nouvelle chose, bon, relativement nouvelle, hein, ça fait quand même quelques mois qu'elle existe, ou je sais pas, peut-être plus. C'est dans les lives de YouTube par exemple, les super chats. Donc tu pour poser une question, tu mets 5 euros, 10 euros, 20 euros, et le producteur du contenu, donc pendant le live, va répondre à ces questions-là. Donc, C'est une forme de monétisation. Ouais. oui, c'est une façon de soutenir, mais une façon, par exemple, si tu as vraiment une question brûlante ou quelque chose que tu veux lire à l'antenne, voilà, tu mets un peu d'argent dessus. Mais je crois que c'est important qu'on parle de ça et qu'on fasse la distinction parce que malheureusement, moi, il m'arrive parfois d'entendre des gens qui se disent ouais, je comprends pas, c'est évident quoi. Ouais. Tu soutiens une activité, tu soutiens un artiste indépendant, c'est comme tu l'as très bien formulé. Exactement Tu ça. soutiens un média alternatif. Et ça, c'est vraiment important de stimuler les gens à le faire. Soyez tolérants si vous nous écoutez aujourd'hui. Soyez tolérants, soyez compréhensifs. Il y a des gens à soutenir. Ce boulot, ils le font bénévolement souvent. Ils le font dans leur temps libre. Ils le financent parfois par leur propre argent de salaire. C'est ça. Ces gens méritent, leur travail mérite quelque chose. Et c'est vraiment difficile pour certains de comprendre que, bah oui, il faut qu'ils gagnent leur vie, il faut qu'ils puissent payer tout ça, ne fût-ce que les machines, le matériel à remplacer régulièrement. Enfin, voilà quoi. Il y a une variable très importante à laquelle je réfléchis depuis un moment, c'est en fait la réalité, la définition de la réalité quelque part. Ouais. Et j'arrive à la conclusion, on va dire, ou à la comment on dit, l'observation que la réalité, c'est ce qui vient dans ton champ de connaissances, dans ton champ de vision, enfin, il y a plein de choses qui existent. N'existe pas quoi. Exactement. Ouais. Et donc, il faut voir cela de cet angle-là. Ces producteurs de contenu, ils amènent des choses que tu n'aurais pas vues ailleurs, peut-être. Je crois que la société a un problème de temps. Les gens ne prennent plus le temps, ils ne s'informent plus assez. Il faut peut-être inviter les gens à être un peu plus curieux. Parfois, c'est le sentiment que ça me donne. Parce que tu te dis, mais je comprends pas, quoi. Ça te coûte rien de poser une question, ça te coûte rien de t'informer, de chercher un peu. Enfin, il y a assez de sites et de blogs qui parlent de monétiser un podcast pour gagner sa vie. Donc, tu peux trouver l'info si tu cherches un peu. Mais c'est exactement ça. En fait, il faut faire la distinction entre, on va dire, la réalité et les impressions qu'on a de cette réalité. Ouais. La frustration peut amener des impressions qui sont parfois erronées. Exactement. Ouais. Il y a tellement de contenu maintenant disponible, tellement de producteurs de contenu. Si je compare, moi, je suis de la génération Xennials, une mini génération. Il va nous dire qu'il est vieux là. Oui, c'est ça. Une mini génération entre la génération X et les millennials, millénials. Et donc j'ai grandi avec toutes ces technologies qui commencent. J'ai joué avec les premiers Game Boy, Atari, tout ça. Internet quand c'est sorti, et ainsi de suite. Un petit côté geek à Nice. Ouais, un petit peu. Les magazines, quand j'étais petit ou ado, pour t'informer, il fallait que tu achètes des magazines, que tu lises des magazines, et ainsi de suite. Et puis Internet est arrivé, les premiers blogs, et ainsi de suite. MP3 a aussi révolutionné l'accès à la musique. Avant, pour trouver de la musique, c'était des cassettes, des échanges avec tes amis. Tu suivais quoi, 4-5 groupes, tu vois, il y avait la radio. Et sans le MP3, le podcast n'existerait pas. Maintenant, l'information, elle est disponible, mais partout, mais d'une façon incroyable. Et on a l'impression que les gens ne s'informent pas, mais je pense que c'est l'inverse qui est tout à fait vrai. Hein. Non, ce qui est peut-être plus à nuancer, c'est qu'ils s'informent sur ce qui les intéresse, mais si le sujet ne les intéresse pas spécifiquement et qu'ils entendent juste parler, ce podcast existe, ils vont pas aller gratter, savoir derrière qu'est-ce que ça implique, tu vois. C'est plutôt dans ce sens-là que parfois tu as le sentiment que les gens sont pas assez curieux, tu vois. Si ça rentre pas dans leur sphère d'intérêt, il n'y a pas de curiosité extra. C'est quelque chose que moi je déplore et c'est quelque chose que moi j'essaye de pas faire. Même des choses qui m'intéressent pas, je suis curieux, je veux me documenter, tu vois. Mais bon, ça c'est ma personnalité. Il faut faire attention, moi. Personnellement, je fais attention à ne pas faire des généralisations comme ça. Ouais. Parce que on peut pas avoir, je dis toujours, on peut pas avoir du 100%. Tout le monde ne peut pas être curieux. Non, c'est clair. Beaucoup de gens ont quelques sujets d'intérêt qu'ils vont creuser un maximum. Et puis le reste, c'est pas prioritaire. C'est pas prioritaire ou ça leur passe vraiment au-dessus, quoi. Ouais. Après, t'as des gens qui sont super curieux et on peut pas tous être super curieux non plus.
Non, Donc c'est voilà. clair. Mais C'est on bien n'aurait de me pas. nuancer, Anis. On n'aurait pas. on aurait- Non mais Moi- t'as raison, parce que c'est vrai que parfois je suis sur des choses qui sont plus frustrantes dans ce que je fais, bah, ça me touche, donc forcément je suis plus réactif. Et c'est vrai que là j'ai tendance à tomber dans le piège de la généralisation. C'est bien de m'avoir repris. mais c'est très bien, intelligent. c'est très bien d'avoir des conversations comme ça. C'est des questions que je me suis posées moi aussi. Ouais, Hein. ouais. Clairement, ouais. Et tu. Et je m'en pose parfois encore. Ou parfois je prends conscience plus tard de ah j'ai dit ça mais en fait j'étais con parce que franchement si tu réfléchis un peu bah, t'es à côté de la plaque sur ça et puis tu compenses, tu nuances et oui c'est une réflexion constante, une évolution. Pour avoir ce genre de réflexion, on va dire systémique, Ouais. on va dire au sociétal, il faut vraiment prendre la hauteur et comparer avec avant quelque Ce part. que tu fais moins facilement que dans ton corps passion. Exact. Toi, par exemple, pour toi, c'est un sujet à frustration. Donc Ah, c'est clairement, difficile de ouais, se détacher et de regarder. Mais T'as envie d'inviter tout le monde à te comprendre dans ton plan, dans ton enroule, tu vois. c'est ça. On va dire l'évolution de ce média sont juste et d'autres médias. La disponibilité de l'information, c'est ça en Ouais. fait qui, moi, qui m'intéresse quelque part d'un point de vue un sociétal, deux évolution de business model parce que on parle aussi de ces sujets-là dans ce podcast. C'est les projets, comment les projets sont nés, les business models derrière, les motivations, et ainsi de suite. Dans tout ce qui est information, on va dire c'est un monde qui commence quoi. On sort du monopole en fait de l'information. Les médias classiques, mainstream comme tu les appelles, enfin voilà, sont en train de perdre leur monopole à une vitesse incroyable. Et ça va dans la lignée de la décentralisation du web, je pense, et le podcast a un bel avenir à se faire. Simplement, moi, j'y vois un ou deux dangers. Je me dis, je vais essayer de mettre ma pierre à l'édifice pour que ces dangers ne soient pas problématiques et qu'ils ne cassent pas l'enthousiasme sur ce format. Et pour l'instant, le gros danger que moi j'identifie, c'est les gens trop accros à la publicité agressive. Et j'ai pas envie d'avoir dans ce format des pubs agressives un jour. Donc je lance un appel, s'il vous plaît, ne nous faites pas ça parce que franchement, c'est nul, quoi. Laissez ce format qui est encore un havre de paix par rapport à la publicité tranquille, parce que ça fait du bien d'écouter des médias où il n'y a pas de la pub agressive, quoi. Pas d'interruption. Tu sais que moi j'ai habité en Espagne à un moment, j'ai travaillé là-bas. Et là-bas, le film est interrompu, je pense, toutes les 5 ou 10 minutes. Avec, déjà, je dis... Et tu sais, avec mon coloc, qu'est-ce qu'on faisait à l'époque? On enregistrait le film sur VHS. Oh mon Dieu! Maintenant, vous allez savoir que je suis très vieux. Ouais. Et que ça existe, le VHS. On enregistrait les films donc, sur la même tape VHS et on le regardait le lendemain. Et à chaque fois, on zappait les pubs. Et je me suis toujours demandé qui achète encore des pubs à la télé, quoi. Je veux dire, la lessive et je sais pas quoi, d'accord, on a compris. Tu vois, c'est la même lessive, le nom change, peut-être les couleurs changent, et ainsi de suite. Et tu dépenses de l'argent, mais fou dedans. Je dis, mais ce business model devrait être mort depuis très longtemps. Et après, quand tu demandes une toute petite somme pour un podcast, les gens te regardent avec deux yeux, l'air de dire, mais qu'est-ce que tu veux? Donc, pour revenir à cette histoire de monétisation, je pense que il y a un équilibre qui va se mettre en place. Clairement. Pour monétiser, on va dire, ce temps de production, le temps pour produire ce contenu. Et franchement, il y a un besoin, parce que pour moi, je le vois comme un nouveau métier. Il y a de plus en plus de demandes que j'entends de sociétés corporate qui veulent des podcasts en intranet, en externe. Ça commence à bien marcher. Je connais dans mes membres de mon SBL, il y a des gens qui se lancent, qui commencent aussi à en vivre. Aux États-Unis, ça fait longtemps qu'il y a plein de gens qui en vivent. Oui, je pense que c'est un nouveau métier et que les grands acteurs belges, les politiciens et les grands acteurs belges comme le Forum, le VDAB, et ça, commencent à prendre conscience que c'est un véritable métier. Et d'ailleurs, j'ai une petite première à vous annoncer. C'est qu'on va avoir un premier stagiaire du VDAB dans la SBL de Podcast Factory Org. Et donc, je crois qu'ils prennent conscience qu'au côté digital, c'est un métier à part entière. Par rapport au changement du landscape, on va dire, du panorama au niveau des médias, tu as mentionné les États-Unis. Aux États-Unis, par rapport à la chute, on va dire, des médias classiques et l'explosion des médias alternatifs comme le podcasting, ou surtout le podcasting, CNN, par exemple, de l'année dernière à cette année, a perdu 80% de son audimat. Ils ont lancé un service payant, CNN+, donc pour concurrencer Disney+, Netflix, tout ça. Tu sais combien de temps il a duré? Tu as regardé ça? Moins de 30 jours. J'ai vu que ça s'est vite arrêté, mais je n'ai pas compté la période. Hein. Moins de 30 jours, ils ont obtenu 10 000 abonnements. 10 000 abonnements, c'est rien du tout. Quand Joe Rogan, par exemple, fait 12 millions de moyenne, hein, il y a des podcasts qui sont à 50, 60 millions de vues.
Mais il faut pas aller si loin. Toi, tu parles des États-Unis, mais déjà, entre la France et la Belgique, il y a des différences énormes, quoi. Déjà en France, il y a des gens qui commencent à aussi être bien connus. En podcast, les podcasts en France, ça explose aussi, quoi. Et maintenant, ça commence aussi en Belgique. Voilà, donc c'est quelque chose qui vient. Ouais. Donc quelque part aussi en Je tant reçois que... 4 à 5 appels par semaine dans mon ASBL, en français, en néerlandais, parce qu'on est multilingue, pour des informations sur les podcasts. Il y a 2 jours, j'ai reçu 2 appels de suite consécutifs, avant, parce qu'on était le week-end, juste vendredi et lundi, ouais, j'ai reçu 2 appels consécutifs pour de nouveaux projets podcast à créer et on me demande mon aide. Il y a aussi des belles améliorations en termes techniques. Tu me parlais de la possibilité de retranscrire le texte. Alors il y a des tools de transcription bien chers et payants, ou voilà, enfin ça c'est un grand débat aussi, mais il y a plein de façons de les contourner, des choses faciles à faire. Moi je vais donner l'astuce à tout le monde, je vais expliquer comment je fais mes transcriptions. Je prends bêtement Word, j'active dictée, je lance mon podcast, je vais faire une balade avec mon chien, et dictée, retranscrit tout mon podcast par écrit sur Word, et après je dois refaire un repassage parce qu'il y a plein d'erreurs. Ça me prend 2 heures au lieu de 6 si tu devais tout transcrire toi-même. Et des outils font ça mieux. Bah, la différence n'est pas énorme parce que j'en ai essayé plusieurs. Quand je compare, c'est pas une catastrophe en soi, Word. Et c'est payant. Donc, Non, moi, mais je le fais c'est pas comme grave rien. que ce soit payant. Hein, tu sais, Ouais, mais bon, c'est pas ouais. Tu sais, quand tu démarres, pourquoi je reviens là-dessus? Parce que quand tu démarres, tu l'as dit tantôt, quand tu démarres un projet podcast, souvent les gens ils fonctionnent sur leur propre investissement. Mhm. Donc tout ce qui est coût, tu sais, déjà pour héberger un podcast, il y a des plateformes qui sont hébergeurs payants. Il y en a des gratuits, il y en a des payants. Et il y a tellement de choix, tellement de prix différents. Il n'y a pas une règle fixe, tu vois. Donc quand tu comptes tout ça ensemble, le temps que tu mets, le matériel que tu achètes, les plateformes d'hébergement à payer, si tu veux payer un peu de pub, tu vois, de ads ou de n'importe quoi pour te faire connaître, bah, ça commence à chiffrer vite. Alors oui, du gratuit en plus, c'est sympa. Oui, non, c'est sympa, c'est clair. Bon, maintenant, la suite Office, elle est payante aussi, hein, donc. Mais à certains moments, quand ça devient une activité, et ainsi de suite, c'est normal qu'un certain équilibre s'installe. Hein. Nous aussi, on est des entrepreneurs ici. À un certain moment, voilà, tu passes du temps à lancer un service ou un produit. L'idée, c'est d'en vivre quelque part. Donc ça a un prix, mais les gens qui vont se le procurer doivent payer le juste prix pour le bon service et tout de suite. Et ça, c'est l'équilibre qu'on essaie de trouver. Malheureusement, le gratuit absolu n'existe pas et ne peut pas exister au jour d'aujourd'hui. Donc on doit faire avec, quoi. Alors, ce que je fais, moi, c'est par exemple, il y a des sociétés qui parfois viennent faire des formations chez nous, puis ils nous disent c'est génial, vous êtes passionnés et tout, mais on n'a pas le temps de le faire, faites-le pour nous. Et on paye, ça nous fait vivre l'ASBL, l'argent reste dans l'ASBL, c'est bien, ça me permet de réinvestir. Mais ce que je fais moi maintenant, c'est ok, j'ai un prix, j'ai un tarif, mais je divise mon prix par 3, c'est un programme CSR. Donc, si tu me prouves avec des chiffres que c'est pas du greenwashing, du value washing, Et comment tu fais que ça, tu agis, justement? je demande à la société de me montrer leur rapport, parce qu'ils ont des rapports internes sur l'efficacité de leur programme CSR, Corporate Social Responsibility, donc responsabilité sociétale d'entreprise pour les Français. Et donc, voilà, moi ici j'ai un client, je lui ai dit, j'aimerais, si vous êtes d'accord, que vous montriez vos rapports par rapport à votre action pour l'inclusion. Donc la lutte contre le racisme, mais aller plus loin, c'est pour l'inclusion, ça va beaucoup plus loin, l'inclusion. Hein. C'est inclure tout le monde dans la société, quel que soit son genre, son style, sa façon de penser, son look, tu vois. Et l'écologie, l'environnement, quoi. Et j'essaye de... Ouais, c'est difficile, c'est un peu de subjectivité aussi, mais voilà, j'essaie de voir que les choses sont vraiment cohérentes, que derrière, il y a une vraie valeur vécue par les gens. Et si les gens peuvent me démontrer ça, je divise mon prix par 3, quoi, tout simplement. Et là, je travaille à perte, mais pour la cause. C'est aussi pour ça que je suis une SBL. Hein. Je me porte des valeurs et des causes. Michel, ici, on a vu que ton activité de SBL te porte à former des personnes, à monter des podcasts, à les produire, à rencontrer du monde, à lire des rapports sur la société, sur la responsabilité sociétale d'entreprise. Et en plus, tu as aussi une vie de papa à côté, tu nous l'as dit au tout début. Comment tu gardes ton énergie pour mener à bien ton projet, pour continuer ta motivation? Comment tu vas de l'avant tous les jours? C'est pas toujours facile, hein. Je vais pas faire semblant. Parfois, je m'écroule et je crache comme tout le monde. Je crois qu'on est des humains avant tout. Mais j'ai eu une excellente école. C'est que quand tu galères dans ta vie, que pour t'en sortir, tu dois cumuler 2, 3, 4 jobs d'affilée. Pendant que j'étais dans l'Oreca, je cumulais un temps plein, des extras le week-end. Enfin, les premières années que j'étais avec mon épouse, les 15 premières années,
Elle me voyait quasi jamais à la maison. Hein. Noël, Nouvel An, je travaillais, quoi. Toutes les fêtes, je travaillais, tous les congés, toutes les vacances, je travaillais. J'aurais pas pu être papa à cette époque-là de ma vie. Ça aurait été impossible, tout simplement. Et en fait, j'ai fait ça parce qu'il fallait que je me sorte d'une situation difficile de démarrage. Puis c'était une question de survie. Et puis à un moment donné, quand ma fille est née, je dis là maintenant, je peux arrêter. J'ai profité de ma vie de famille. Et les quelques premières années, j'ai eu du mal parce que je me suis retrouvé comme un fauve dans une cage aux os qui tourne en rond. Et j'avais l'impression j'avais plein de boulot, j'avais un temps plein et j'avais ma vie de famille, donc c'est déjà les deux, c'est déjà pas mal. Enfin, tous les papas me comprendront déjà rien qu'avec ça, quoi. Ah ben moi, j'étais tellement devenu hyperactif que j'avais l'impression d'être un fauve qui tourne dans une cage d'un zoo, quoi. J'ai dit mais qu'est-ce que je vais faire là maintenant? Et chaque minute me donnait le sentiment de temps perdu. Et donc, en fait, cumuler plusieurs activité n'est pas un problème pour moi parce que c'est rentré dans mon ADN par la force de l'expérience de vie, tu vois. Donc je me pose même pas la question. En fait, j'arrive. Par contre, ça nécessite un excellent management du temps et de ton agenda parce que sinon tu t'en mêles vite les pinceaux. Et il m'arrive parfois des accidents. Alors je m'excuse auprès des gens. Je leur dis, vous savez, je suis un grand distrait, mais c'est un peu de distraction et un peu parce que je me disperse parfois. C'est mon gros défaut. Je me disperse. Ouais. Mes passions m'emportent trop loin. Ma curiosité m'emporte trop loin aussi parfois. Qu'est-ce que si tu avais l'opportunité de parler au Michel quand il avait 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais avec tout ton vécu là maintenant? Oh purée. En parlant de défauts. Rien, parce qu'en fait je me dis que toutes les erreurs que j'ai faites m'ont rendu plus fort, m'ont construit, et je serais pas la personne qui je suis devant vous si j'avais pas vécu toutes ces conneries que j'ai faites. Mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est tentant de pouvoir se dire, et si je revenais en arrière et que je me disais un message unique qui pourrait me changer ma vie, je dirais intéresse-toi à la techno plus tôt et sois curieux encore plus tôt. Et j'aurais peut-être fait moins d'erreurs. Mais on apprend de ses erreurs, comme tu dis. Voilà, exactement. Ça, vraiment... D'ailleurs, tous les entrepreneurs que j'ai reçus dans le podcast HR Meetup qu'on propose, hein, souvent le message qui revient, c'est ça. Hein. L'erreur, c'est la meilleure école de la vie. Ouais, c'est clair. Super. Merci beaucoup, Michel. C'était un plaisir. C'était un plaisir Merci de te recevoir un premier épisode de Mythe de Transformer, les podcasts de Transforma. Voilà, on mettra les liens pour The Podcast Factory org. C'est gentil. Là où on publie. Si les gens ont des questions, ils peuvent nous contacter. C'est ça. Donc c'est thepodcastfactory.org. Le org est important. Point. Ah non, le site internet c'est thepodcastfactory.org parce qu'au départ la SBL, notre organisation s'appelait le Podcast Factory. Puis quelqu'un aux États-Unis a utilisé le nom, on s'est pas rendu compte qu'il était déjà utilisé. On n'a pas voulu rentrer dans des conflits, etc. On s'est dit, lui c'est du business ou c'est du non lucratif. On va simplement rajouter le org dans le nom et puis c'est réglé quoi. Et c'est beaucoup plus sain comme approche. Et donc c'est thepodcastfactory.org dans le nom, mais le site web c'est thepodcastfactory.org. Ceci dit, si vous tapez thepodcastfactory.org, ça marche aussi. Excellent. org.com. Super. Mais merci beaucoup Michel, merci Frédéric. Pas de souci. Merci Anis, merci à tous.